Bonsoir à tous, ravi d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. À New York, le Conseil de sécurité, inquiet de la situation qui prévaut à Guelgueret, et souligne la nécessité de la pleine mise en œuvre de la résolution 2351 qui réitère la prééminence du plan d'autonomie proposé par le Maroc dans ses provinces du Sud. Journée internationale de l'eau, focus sur le rôle des bassins hydrauliques dans la préservation de l'or bleu et dans la gestion des risques des inondations. Également dans ce journal, rencontre d'un jeune qui défie sa trisomie. Paul Mamère, un exemple réussi d'une insertion sociale et éducative. Il poursuit ses études secondaires dans l'un des lycées de la mission française à Rabat. Le milieu des médicaments mis en scène dans une exposition du plasticien Mamoun Belriti. Les emballages, les bouchons, les comprimés, les prospectus, tout y passe à découvrir en fin de cette édition. Mais d'abord, un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence de Sadil Atmani. Au début de ses travaux, le conseil a suivi un exposé du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique sur la situation de l'emploi dans le secteur industriel. Lors de ce conseil, le chef du gouvernement a souligné que la signature de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine constitue un couronnement du retour du Royaume au sein de l'Union africaine. Au programme aussi, les projets de loi ont été adoptés. Le texte modifiant et complétant la loi relative à la communication audiovisuelle et un projet de décret sur les conditions, formes et modalités d'attribution des autorisations de la transhumance pastorale. Un décret complétant le décret portant création d'une commission interministérielle de l'emploi a été également adopté, tout comme un accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre le Maroc et le Niger, signé en 2017. L'emploi dans le secteur industriel a donc été au centre des travaux du Conseil du gouvernement. En effet, le secteur a créé plus de 288 000 emplois entre 2014 et 2017 et se positionne en pourvoyeur d'emplois majeurs à l'échelle nationale. Écoutez à ce propos Hafid Al-Alami, ministre de tutelle. Il y a une évolution extrêmement importante de la création d'emplois ces dernières années, entre 2015, 2016 et 2017, permettant de cumuler plus de 288 000 emplois sur cette période. Il y a eu une destruction d'emplois, évidemment, sur la même période. Et si nous prenons 2015, nous avons 3 700 emplois nets qui ont été créés. Si nous regardons 2016, où le plan d'accélération industrielle a commencé à donner ses fruits, nous sommes passés à presque 37 000. Et si nous regardons 2017, nous sommes à plus de 46 000 emplois nets créés. Ceci prouve que le projet qui a été présenté à Sa Majesté et qui a obtenu son accord et son aval pour le dérouler, qui est le plan d'accélération industrielle, donne ses fruits. Le Conseil de sécurité inquiet de la situation qui prévaut à Guelgueret, c'est ce que relève l'ambassadeur néerlandais président de l'ONU suite à un briefing par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain Horst Köhler et le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Le Conseil souligne aussi la nécessité de la pleine mise en œuvre de la résolution 2351 qui réitère la prééminence du plan d'autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine. Souad Anachet. Les membres du Conseil de sécurité se sont déclarés préoccupés par la situation à Guelgueret. Ils ont rappelé l'importance du maintien du statu quo tel que mentionné dans le rapport du secrétaire général, ainsi que la nécessité de l'application intégrale de la résolution 2351, a déclaré le président du Conseil, l'ambassadeur néerlandais à l'ONU, Karel van Oosterom. Dans ce rapport du mois d'avril 2017, M. Guterres avait exigé le retrait complet et immédiat du Polisario de la zone tampon de Guelgueret. Le secrétaire général avait affirmé qu'il demeure profondément préoccupé par la présence continue d'éléments armés du Front Polisario dans cette région et par les défis que cela pose à la raison d'être de cette zone tampon. M. Guterres avait reconnu à ce propos que cette situation risque d'entraîner l'effondrement du cessez-le-feu et d'engendrer un impact dangereux sur la sécurité
et la stabilité de l'ensemble de la région. Le diplomate néerlandais a indiqué que le Conseil exprime son plein soutien aux efforts de l'envoyé personnel et se réjouit de ses récentes rencontres bilatérales avec les parties pour relancer le processus de négociation avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit menant à la reprise d'un processus politique sous les auspices du secrétaire général. Et de conclure que les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance de maintenir un engagement constructif afin de faire avancer le processus politique. L'ONU lance la 12e décennie internationale d'action sur le thème de l'eau, une initiative qui vise à promouvoir le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau. Chez nous, c'est justement l'une des missions qui incombe aux agences des bassins hydrauliques, une précieuse contribution à la préservation de l'eau bleue. Reportage à l'une de ces agences, celle du bassin hydraulique Bourgrek Chabia, Mohamed Laroui Abdelmjid Mouchfiq Boukr Mghbrit. Elle a un rôle central en matière de gestion et de protection du domaine public hydraulique. L'agence du bassin hydraulique du Bourgreg et de la Chaouia initie et met en œuvre la politique de l'eau au niveau de sa zone d'action. Elle est notamment chargée de délivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique, mais également fournir toute aide financière et prestations de services. L'agence doit approvisionner l'eau potable à une population estimée à 8 millions de personnes. La région dispose de plusieurs unités industrielles qui constituent une source de pollution pour ses ressources en eau. Ajoutez à cela la pression urbanistique. Elle fait partie des 36 stations hydrologiques sur Oued Nfefir dans la province de Ben Slimane. Son rôle, évaluer l'état des ressources hydriques et contrôler leur qualité et prévenir les inondations. C'est une station caractérisée par deux systèmes de fonctionnement pour mesurer le niveau d'eau dans l'Oued et d'autres mesures concernant la pluviométrie et les températures. L'accès à l'eau potable est généralisé au Maroc en milieu urbain avec un taux de branchement individuel au réseau de 94%. En milieu rural, l'accès à l'eau potable a connu ces dernières années un développement spectaculaire, passant de 14% en 1994 à 94% en 2014. La bourse de Casablanca dévoile son nouveau plan de développement pour la période 2018-2021 qui a l'ambition de moderniser l'infrastructure du marché local et d'en faire une plateforme robuste, intégrée et performante. Une feuille de route est déjà tracée dans ce sens. La voici avec Soufiane Ibrahimi et Sarah Katir. Ambition 2021 est une étape majeure dans la démarche initiée par la bourse de Casablanca en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au marché boursier et contribuer à l'édification d'une place financière plus attractive. Il acte la construction d'une nouvelle architecture de marché destinée à ériger la place en hub financier africain intégré. La feuille de route de Casablanca a pour objectif de répondre aux exigences du cahier des charges du ministère des Finances avec trois axes principaux. 1. Bâtir une infrastructure intégrée, robuste, performante et pérenne. 2. Contribuer davantage au financement de l'économie nationale à travers l'amélioration de la liquidité, mais aussi en encourageant les introductions en bourse et en facilitant l'introduction de nouveaux produits à la bourse de Casablanca. Et enfin, contribuer au rayonnement de Casablanca Finance City comme place financière régionale. Ce plan va permettre de doter le marché d'une plateforme intégrée, solide, ouverte, attractive et aux meilleurs standards internationaux. Il mobilisera l'épargne locale et attirera l'épargne étrangère en vue de libérer le potentiel du marché et d'assurer un meilleur financement de l'économie du Maroc et de l'Afrique. À l'international, début de l'évacuation des rebelles de la Ghouta orientale. Des centaines de combattants et de civils ont commencé à quitter l'enclave située à l'est de Damas alors que les frappes du régime se poursuivent. Au moins 1300 personnes ont pris place à bord de bus en fin de matinée dans le secteur rebelle de Arasta. Une première depuis le lancement en février de l'offensive du régime, déterminé à reconquérir l'ultime bastion des insurgés aux portes de Damas.
La tension monte entre Washington et Pékin. La Chine se dit prête à adopter toutes les mesures nécessaires pour se défendre, alors que le président américain Donald Trump s'apprête à annoncer de nouvelles sanctions commerciales contre ce pays qu'il accuse de vol de propriété intellectuelle. Des droits de douane seront annoncés sur certaines importations en provenance de Chine, ciblant particulièrement les secteurs de la technologie et des télécommunications. Direction maintenant la France, où plusieurs syndicats ont appelé à une journée de mobilisation ce jeudi, notamment dans la fonction publique et les transports, pour protester contre les projets de réforme du gouvernement qui a prévu de ne plus recruter sous le statut de cheminot et de présenter un plan de compétitivité avant l'été pour préparer l'ouverture à la concurrence. Le transport aérien est également touché par ce mouvement auquel participent les contrôleurs aériens et les salariés de la compagnie Air France. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, apporte le soutien de son pays et de ses partenaires au dossier de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Un soutien exprimé aujourd'hui lors d'une réunion à Paris avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qajah. Noël Le Graët a fait savoir que la France sera un fort soutien à cette candidature, soulignant la solidité des liens bilatéraux entre les deux pays. Les premières lueurs du printemps pointent le bout de leur nez et ce temps printanier célèbre aussi la poésie, l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses. Chez nous, l'Institut royal de la culture amazigh a choisi de célébrer la Journée mondiale de la poésie en rendant hommage à des poètes amazighs. Un moment de reconnaissance envers des poètes comme Zolikha Ben Abou, Abdallah Zahrawi ou encore Mbark Koukou. Et nous poursuivons cette page culture avec un vibrant hommage à un grand patriote marocain juif, feu Jacques Toledano. Cet hommage émane de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, un événement marqué par l'inauguration de l'espace Jacques Toledano au musée du judaïsme de Casablanca et la tenue d'une conférence autour de la charité religieuse. Le reportage à Casablanca est signé Sofiane Ebrahimi et Sarah Katir. C'est un hommage posthume qui a été rendu hier à Casablanca à la mémoire de l'ancien président exécutif de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, feu Jacques Toledano, homme de paix et culture et grand acteur de la vie sociale au Maroc. Il a multiplié les liens avec notre diaspora et il a surtout, dans le cadre de mission que Sa Majesté le roi Hassan II, feu Hassan II, Layahmou, et Sa Majesté Mohaïdine nous a confié, essayer d'expliquer la politique du Maroc dans le cadre du Sahara marocain et pour la préservation de notre intégrité territoriale. Plusieurs personnalités ont rendu hommage à travers des témoignages à Jacques Toledano, grand industriel connu pour son attachement à son identité marocaine. Feu Jacques Toledano, qui était un trésor de l'humanité, que le Maroc avait la chance de compter parmi les siens et qui nous a quittés en novembre dernier. J'ai connu Jacques Toledano par mon intérêt pour le judaïsme marocain et pour l'histoire partagée et l'éthique commune du judaïsme et de l'islam au Maroc. Au menu également de cette cérémonie d'hommage, une conférence regard croisé sur la tzedaka et la sadaka donnée par Armand Abekassis, professeur de philosophie à l'université Bordeaux 3. Des comédiens français, syriens, marocains ou encore burkinabés prennent part au Festival international du théâtre qui se tient à Casablanca jusqu'au 1er avril. À chaque soir, une pièce de théâtre, c'est la formule que propose cette 13e édition, organisée comme tous les ans par la Fondation des Arts Vivants. Nous retrouvons Sarah Katir. Et c'est parti pour la 13e édition du Festival de théâtre de Casablanca. Organisé par la Fondation des Arts Vivants, le festival compte au programme une dizaine de pièces, spectacles de danse et de chant donnés dans différents lieux culturels de la Ville Blanche. Cette année, elle est très riche
Pourquoi? Parce qu'il y a des troupes qui viennent de partout dans le monde. Il vient des États-Unis, de France, de Belgique, d'Afrique également, ce qui est très rare, de Tunisie et d'autres pays. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on commence aujourd'hui avec un opéra qui est un opéra qui vient de Los Angeles, où on chante, on danse et tout. Mais plus que cela, il y a d'autres pièces de main avec un chef-d'œuvre de Samuel Beckett, En attendant Godot. Et l'ouverture était par le spectacle Anaïs, créé à Los Angeles et qui est une pièce à la fois chantée, dansée et jouée sur la vie de l'écrivain et icône féministe Anaïs Nin. Nous sommes si heureuses d'être ici pour l'invitation d'être ici et même pour ouvrir le festival. C'est un grand honneur. On cherche toujours des spectacles grand public pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter. C'est aussi l'occasion justement d'inviter les meilleures troupes marocaines, qu'on sélectionne des festivals nationaux de théâtre et on ramène le meilleur du meilleur. Une pièce pour enfants Rose au bois dormant est aussi au programme du festival. Côté Maroc, la pièce marocaine Moulat el-Haid sur la femme et la poésie sera également proposée au public casablancais le 26 mars. Sont au cœur de la création artistique. Cela donne le Médoc en scène, une exposition du plasticien Mamoun Belriti qui explore le monde des médicaments. Les emballages, les bouchons, les comprimés, les prospectus, tout y passe. Vous le verrez dans ce reportage de Dominique Orlando. Au départ, effectivement, on est un peu surpris. On a même l'impression que l'artiste pourrait avoir envie de nous suggérer une sorte de thérapie de groupe. Ce qui peut expliquer cette manière un peu perplexe qu'avait le public ce soir-là à se déplacer entre les différentes toiles. Et puis, lorsque l'on rencontre l'une de ses anciennes connaissances qui a suivi son parcours depuis plus de 20 ans, le brouillard s'estompe un peu. Je vois qu'il a utilisé pas mal d'objets qu'il recueille durant ces moments de détente. Et ça, c'est très important parce que il essaie d'introduire l'objet, d'introduire les choses peut-être qui n'ont pas de valeur, mais une fois ils sont sur la toile, sur des panneaux, eh ben ils donnent sens à une vie, à une recherche, à une force. Une force qui réside dans ce regard lumineux qu'il porte sur le Maroc, qu'il vient de regagner après plusieurs années passées au Canada. Il en a conservé la franchise, l'honnêteté du propos et aussi la clarté. En fait, je voulais offrir à un couple d'amis qui m'est très cher un tableau pour leur agence de communication qui est spécialisée dans le milieu de la pharmacie et du médical. Et le travail m'a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette toile. C'est un rôle qui répond à la sauvegarde de la planète et à la sauvegarde de l'humanité, puisque je travaille avec des matériaux recyclés. Je recycle tout ce qui est papier, bouchon, emballage, seringues, petites cuillères qui ont le sirop, les boîtes, tout. Tout effectivement dans le travail de Monsieur Belriti respire la nouveauté. Il convoque ainsi quelques réflexes chez le spectateur qui est invité à les appliquer, en particulier lorsqu'il s'agit de préserver la beauté alentour. Ce mois-ci, nous célébrons la journée mondiale des trisomiques 21 au Maroc. Il se chiffre à quelques 60 000 personnes. Pour beaucoup, elles réussissent une parfaite insertion sociale ou professionnelle grâce à la contribution et au soutien de tous ceux qui les entourent. Paul Mamère est un exemple d'une insertion réussie à l'école comme dans d'autres espaces sociaux et éducatifs. À quoi ressemble sa journée? Notre équipe l'a accompagné. C'est un reportage de Adna El-Harras et Nisra El-Hamdawi. Paul Mamère, 17 ans. Il est trisomique. Il fréquente un milieu scolaire ordinaire pour une meilleure insertion sociale. Accompagné de son auxiliaire de vie scolaire, il mène une scolarité épanouissante. D'ailleurs, cette année, il passera son brevet. Alors Paul, tu vas nous lire à haute voix la définition de l'asepsie. L'asepsie est l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter une contamination, comme par exemple porte des gants. Très bien. La classe, Paul se comporte comme tous les autres élèves.
Il n'est pas marginalisé, il n'est pas mis à part. Au contraire, il fait partie de l'effectif de la classe, il participe de manière effective et il prend part à toutes les activités pendant les séances, ce qui est positif. Et nous avons également, dans le cas de Paul, un plan d'accompagnement personnalisé qui nous montre les aménagements que nous devons faire durant nos cours pour que l'élève se sente intégré et puisse participer de manière effective. Paul est un garçon sociable qui respire une certaine joie de vivre communicative. Avec Chérif, son ami le plus proche, il a beaucoup de choses à partager. J'ai plutôt fait la natation depuis que je suis petit. Je rigole avec mes amis, on fait des devoirs, on se rigole ensemble, on s'amuse. Toutes ces choses-là peuvent apporter le bonheur, la joie. Je me suis lié d'amitié avec lui, déjà pour moi-même car c'est quelqu'un de très sympathique. Et pour montrer aux autres que même si quelqu'un est différent, ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter. Paul est un dévoreur de BD. Au centre de documentation et d'information de son lycée, son professeur le guide dans ses choix. Et là, un moment d'échange fructueux s'offre à lui et à son interlocuteur. Moi, j'ai choisi le livre de Tintin au Tibet et j'adore de les lire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ce roman. Il essaie d'avoir un contact avec la société, avec les autres, et venir au CDI, c'est aussi une façon pour lui de venir vers les autres et de venir au contact des autres élèves. Bonjour madame. Pour la famille Mamère, la journée internationale de la trisomie est un événement qui se fête à l'extérieur. Paul et son papa s'apprêtent ici à s'offrir un déjeuner dans un cadre agréable. Et, surprise, le plat choisi sera réalisé en partie par un jeune garçon trisomique, stagiaire dans ce restaurant. Les deux jeunes garçons s'exposent à un effet miroir très enrichissant. Paul, qu'est-ce que tu veux avoir pour le dessert? Mousse au chocolat, chef. Chaque rencontre avec un enfant porteur de trisomie 21 ou un adulte porteur de trisomie 21 est une autre chance pour Paul peut-être de se retrouver, de se reconnaître, et c'est une espèce de miroir qui reflète un tout petit peu une partie de lui-même. Ah non, ici c'est extraordinaire, c'est fabuleux, avec ces gens, avec le personnel, avec, je crois, c'est sa deuxième école de la vie. Malgré son jeune âge, Paul se projette déjà dans l'avenir. Son vœu est de ressembler à son papa, son modèle. Je vais être un professeur de français comme mon père et voilà. C'est sûr qu'avec un enfant porteur de trisomie, comme tout type d'handicap, il y a beaucoup de choses à porter, à supporter, mais c'est aussi une leçon de vie. Pour ce père de famille, Paul est un don du ciel. Son petit rayon de soleil, d'espoir et même plus. Le jeune garçon semble avoir des choses différentes à enseigner à ce père, professeur de français. Ce rappel avant de nous quitter, le Maroc s'apprête à passer à l'heure d'été. C'est dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 qu'il faudra avancer d'une heure vos montres et pendules. Plus simplement, à 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures. Autre changement à retenir, nos oreilles d'information sur Al-Oula. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès dimanche prochain à 19h. La principale édition de la soirée en arabe passera à 21h. Pas de changement pour le JT de la mi-journée, maintenu à 13h. 14h pour les JT en amazigh et en espagnol. Et puis le dernier bulletin d'information sera diffusé aux alentours de minuit. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30.